bienvenue sur Vous avez dit finance, le podcast qui démystifie la comptabilité et le pilotage d'entreprise. Je suis Edouard, un des cofondateurs de Penny Lane, le cabinet d'expertise comptable qui allie la tech et l'humain pour accompagner les dirigeants de start-up et de PME dans le développement de leur activité. Je vais à la rencontre de dirigeants et avec eux, on soulève le capot de leur entreprise. On regarde comment ils gèrent leur comptabilité, leur admin, leurs finances et surtout comment ils la pilotent. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Lucas Fialer, cofondateur de Keradom. Bonjour Lucas. Bonjour Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors en quelques mots, Keradom, ça fait quoi? Ça répond à quel problème? Oula. Keradom tente depuis 2 ans maintenant d'apporter des solutions concrètes aux enjeux du vieillissement de la population. Le secteur des services à la personne et des soins en établissement est un secteur très vaste qui souffre aujourd'hui cruellement d'un problème de personnel. C'est des conditions de travail qui sont très dures, des métiers qui ne sont pas forcément très valorisés. Je parle à la fois des intervenants qui vont au domicile des personnes âgées qui souhaitent rester chez elles mais avoir des services à la personne. Je parle également des intervenants en structure, en établissement d'accueil, en EHPAD. La crise de la Covid-19 a clairement mis en lumière toutes les problématiques auxquelles font face ces femmes. Je parle des femmes parce qu'à 91%, ce sont des femmes qui sont sur ces métiers. Alors c'est bien, parce que maintenant on y pense, mais ça fait un moment qu'on aurait dû y penser. Est-ce qu'on sera capable d'apporter des solutions? C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on fait en tout cas chez Keradom à notre échelle. On a d'abord développé une application métier qui permet aux aides à domicile et aux auxiliaires de vie d'organiser leur travail de manière autonome au quotidien. Ça, c'est ce qu'on a commencé à faire dès le départ et qui permet aujourd'hui à plus de 3500 intervenantes d'organiser leur travail au quotidien grâce à l'appli métier Keradom. Et depuis septembre, on a développé une solution SaaS B2B qui permet à nos partenaires, les acteurs traditionnels, c'est-à-dire l'agence de service à la personne du quartier ou l'établissement d'accueil, de bénéficier de notre technologie pour mieux gérer leur activité. On est un peu sur les mêmes problématiques, vous et nous. Nous, les problématiques de nos partenaires professionnels, c'est qu'ils ont du mal à recruter. Ils ont du mal à communiquer sur les valeurs de leur entreprise pour attirer des jeunes talents. Ils ont du mal à organiser les plannings, etc. Bref, plein de problèmes d'organisation qu'on essaye avec Keradom de leur permettre de résoudre. Ok. Bon, on va parler un peu plus longuement de Keradom tout à l'heure. Ouais. Moi, je voulais revenir sur ton parcours, qui est un parcours assez atypique parce que tu as commencé, je crois, sportif de haut niveau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors ça, j'avais que le nom. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre toute ma jeunesse de ma passion, qui était le rugby. Donc, ça a d'abord été ma priorité. Okay. J'avais également la chance d'avoir des parents intelligents qui m'ont épaulé et qui m'ont toujours poussé à continuer les études. J'avais également la chance d'avoir la capacité de pouvoir suivre des études malgré des semaines très chargées au niveau du rugby. Et donc, ma scolarité a été orientée autour du rugby, mais j'ai quand même eu la chance, ça fait beaucoup de chance, mais je suis quelqu'un de chanceux, de pouvoir suivre des études à la Sorbonne en droit et en sociologie, puis ensuite en économie et gestion, mon master à la Sorbonne. Et de terminer dans un MBA où j'ai rencontré mon premier associé de ma première boîte avec laquelle j'ai commencé en 2015. Voilà. Ok. Et rugby, tu jouais quel poste ? Alors, remplaçant, non, j'ai fait tous les postes de première ligne. Alors, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens, mais en gros, j'ai commencé pilier droit. Et puis après, j'ai commencé à perdre du poids. Il était temps. Et donc, j'ai fait pilier gauche et j'ai terminé talonneur. D'accord. Il y a un magnifique poste. Celui qui rentre dans le tas, qui déblaye. C'est ça. Mais heureusement qu'on a un casque, parce que les vrais amateurs de rugby, en voyant que mes oreilles sont nickel, diraient que j'étais un talonneur qui n'a pas trop joué. C'est faux, mais je ne mettais pas trop la tête. C'est pour ça que je ne suis plus talonneur d'ailleurs. Ok. Et donc 2015, tu te lances dans ta première aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui te motive à passer à l'acte? Je crois qu'en plus, tu mets fin en cours d'année. Enfin, tu finis pas tes études et tu te lances tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Je mets fin à mon MBA en cours d'année. D'ailleurs, ça s'est pas très bien passé. Non, qu'est-ce qui fait que je décide de me lancer? D'abord, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, j'en sais rien, mais c'était quelque chose qui me motivait et me drivait depuis toujours. Et en fait, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai un ami qui me dit « Tiens, c'est marrant, mais en boîte de nuit, je vois plein de gens faire des photos, les publier sur Insta, passer du temps et du temps à faire des filtres, etc. »
est-ce que ce serait pas un truc à creuser que de permettre d'imprimer ses photos, peut-être en faisant de la pub, etc. Et à l'époque, cet ami s'appelle Jean et je lui en suis très redevable. Quand il m'en parle, je trouve que l'idée est à chier et que franchement, une idée pareille, il faut vraiment être con pour l'avoir. Bon, il se trouve que quelques mois plus tard, dans le cadre de cet MBA, en cours de création d'entreprise, on nous dit, voilà, mettez 10 idées sur le papier. Bon, j'en mets 10, dont cette idée-là. Et là, le mec à côté de moi que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lorenzo Caliandro, qui a été mon associé pendant 5 ans et qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, qui dirige toujours Wizito, est à côté de moi, il dit tiens, l'idée est pas mal, on se met dessus. Et là, le prof vient nous voir en disant putain, les gamins, vous tenez quelque chose, creusez. Bon, Lorenzo et moi travaillons dessus. On fait un sondage à l'époque auprès de 5000 adresses qu'il avait récupérées en les piquant sur des bases de données. Bon, il n'y avait encore pas trop la CNIL, donc tant mieux. Puis bon, le sondage étant, nous montre, en tout cas nous persuade qu'on tient le bon bout. Et donc, c'est de là, je me rappelle très bien, c'était en octobre 2014 que ce cours a eu lieu et on crée la société en février, le 26 exactement, 26 février 2015, donc très peu de temps après. Date marquante. Exactement. Et donc après Wizito, ça a été un périple de plusieurs années, c'est ça ? Ouais, alors périple est le nom. On a commencé à 5 associés et l'idée de base, c'était d'installer des bornes photo d'impression instantanée qui permettaient aux gens dans les boîtes de nuit d'imprimer instantanément les photos de leur smartphone. Okay. C'était super, on a commencé, on était 5 associés, on a tous fait des emprunts étudiants de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a commencé avec un investissement de dingue, quoi. Je crois qu'on avait 120 000 euros d'investissement. Bon, en même temps, chacun avait fait un emprunt étudiant, donc il y avait des thunes. Et on s'est lancé en février 2015. On a fait tout le tour des boîtes de nuit, donc on était contents. Hein. On sortait en se disant qu'on travaillait, puis on s'est lamentablement ramassé la gueule parce qu'on s'était trompé de marché, parce qu'on s'était trompé de produit, parce qu'on s'était trompé de besoin. Bref, et 6 mois plus tard, on est à 2 doigts de pointer tous à Pôle emploi, même si on n'avait jamais travaillé. Donc Pôle emploi nous aurait dit que c'était pas la peine de venir. Et on a 3 associés qui se tirent. Ouais. On reste plus que Lorenzo et moi. Et on se sentait un peu seul. Et il se trouve que dans le même temps, on a eu la chance que Cheers, une start-up montée par Antoine Lecomte et Aurélien Demeaux, spécialiste de l'impression en ligne des photos numériques, venait de faire une levée de fonds en série A, à l'époque 5 millions d'euros en juillet 2015, s'était lancé sur le marché de la borne photo. Nous, quand on avait vu ça, on s'était dit putain, on est mort, quoi. Si eux ils s'y mettent, déjà que nous on n'y arrive pas, mais ça va être compliqué. Et malheureusement pour eux, mais fort heureusement pour nous, ils s'étaient complètement ramassés parce que c'est pas le même business, c'est pas du tout la même approche. Et c'est comme ça que fin d'année 2015, eux et nous rentrons en contact pour discuter d'un partenariat commercial qui potentiellement pourrait amener à une fusion. Bon, voilà, on s'est rencontrés alors que nous on était sans dessus-dessous. Plutôt que de galérer chacun de son côté, exactement. Chacun se tend la main et vous y allez ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Je me rappelle encore du coup de téléphone de Lorenzo, c'était le 22 décembre 2015 et il me dit Cheers est d'accord pour qu'on se rencontre. Et là, on était au fond, nous. Hein. Et on a rencontré 2 mecs extra, Antoine et Aurélien, qui nous ont vu arriver avec notre borne photo, notre appli qui était déjà dépassée, etc. Mais plein de motivation et qui nous ont dit ok les gars, vous tenez quelque chose d'intéressant, on va vous aider. Et si ça marche et qu'il y a des synergies entre nos 2 boîtes, on fusionne. Et je leur tire vraiment mon coup de chapeau parce que sans eux, on n'aurait pas réussi ce qu'on a pu faire. Résultat des courses, 2 ans plus tard, quand moi je quitte Wizito, qui s'est ensuite appelé Cheers Live, référence à Cheers, la maison mère. C'est une boîte qui fait pas loin de 2 millions d'euros avec 14% de Rex. Donc c'était chouette. On leur doit. Bon, ils nous le doivent aussi parce qu'on leur a fait gagner pas mal d'argent quand même. On leur a suffisamment dit. Mais ça a été une belle aventure parce qu'on est passé par tous les stades, quoi. C'est ce que j'allais dire. T'as connu les montagnes russes, les hauts et les bas. Ouais, et puis surtout, t'es un bleu, quoi. T'es un bleu, tu sors d'école, t'as jamais rien fait de ta vie, tu penses que tu vas être Zuckerberg, tu te rends compte qu'en fait, t'es même pas capable de faire ce que le mec à côté de toi qui travaille dans les métiers assez traditionnels fait. Tu te prends pour une star quand BFM te fait ta première interview. Alors là, ça y est, t'as l'impression que ta vie va changer et qu'il faut que tu commences à réfléchir à la gestion de ton patrimoine. Puis tu te ramasses lamentablement la gueule parce que t'as pas réfléchi, quoi.
quoi. Tu t'es trompé de marché, tu t'es trompé de produit, t'as fait je sais pas combien de business plans. Et en fait, la réponse du marché, elle a été dure. Donc oui, on est passé par tous ces stades-là. Et puis après, on a vécu une belle aventure avec Cheers parce que le partenariat commercial n'était pas évident non plus. Là, j'en parle avec plein d'étoiles dans les yeux parce que c'est resté... des amis avec qui encore maintenant on travaille sur pas mal de sujets et pas que d'ailleurs, on se voit aussi pour le plaisir, mais ça n'a pas été facile ni pour eux ni pour nous. Un rapprochement entre deux sociétés qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, où il y a de fortes personnalités sur un marché comme ça qui est innovant mais où on n'a aucune garantie. Eux aussi avaient des objectifs à atteindre, c'était un risque qu'ils prenaient. Puis une fois que le partenariat a montré ses synergies, il y a eu la fusion. Chacun avait des domaines de prédilection et des responsabilités, mais c'est pas évident. Ils étaient associés à deux, on était associés à deux. D'un coup, on se retrouve à 4 sur notre partie, c'est compliqué. Mais voilà, ça a été une belle aventure et ça a été le meilleur MBA que j'ai jamais pu faire. En plus, celui-là, il m'a rapporté de l'argent. Il m'en coûter. Il n'y a pas eu de diplôme à la fin, mais tu as appris beaucoup. Exactement. Et donc, tu restes donc, plusieurs années au sein de Cheers pour développer Wizito Cheers Live. On dirige avec Lorenzo Cheers Live, qui était une entité à part, avec notre propre personnel, notre propre compta. Enfin bref, on était vraiment une entité à part, même si après tout remontait chez Cheers. Et ça a commencé au printemps 2016 et ça s'est terminé pour ma part en février 2019. Où j'ai quitté le bateau. Alors pourquoi on quitte parce que Lorenzo, lui, est toujours... Lorenzo dirige toujours, exactement. Il dirige toujours, il le fait bien et je lui tire mon chapeau parce qu'en ce moment, l'événementiel, c'est un peu compliqué. Pourquoi on quitte le bateau ? Pour aller vers d'autres horizons, quoi. Nous, globalement, le Cheers a été racheté en 2018 par un par un industriel allemand, CV Color, mastodonte de l'impression en ligne. C'était 600 millions d'euros à l'époque de chiffre d'affaires, donc c'était monstrueux. Et quand ils ont racheté Cheers, ils rachetaient Cheers et Cheers Live, mais pour eux, le core business, c'était Cheers, l'impression en ligne. L'impression instantanée de photos dans le cadre de l'événementiel, la communication B2B, etc. Bon, ça faisait marrer CV parce qu'on faisait du Rex et que c'était une belle vitrine marketing pour la marque Cheers, mais c'était absolument pas core business. Et là, à partir de ce moment-là, et c'est tout à fait normal, décision a été prise par le board de recentrer les efforts sur l'activité principale qui était l'impression en ligne, celle de Cheers, et de limiter les risques sur le développement d'activités annexes. Or, moi, ce que je kiffe et ce que je fais de moins de mal, c'est le développement. C'est, donc on avait à l'époque, on avait dealé le rachat d'un concurrent pour devenir numéro 1 en France sur notre secteur. On avait commencé la prospection de 2 pays limitrophes pour y installer des bureaux et des équipes. Bon, et là, du jour au lendemain, on te dit stop, on fait attention, on serre les rênes. Les écoutilles. Exactement, et on fait du Rex. Et moi, ça me gave. Donc, je suis pas bon pour ça m'emmerde. Et donc, j'avais aussi une très belle situation. J'avais pas 28 ans, que j'avais déjà une rémunération à 6 chiffres. Donc, c'est cool, mais c'était pas c'était pas ce pourquoi je m'étais lancé à la base. Bien sûr qu'on veut gagner de l'argent et tout, mais bon, là, ça y est, j'en gagnais, la boîte était saine, on faisait de plus en plus de chiffres, de plus en plus de trucs. Bon, voilà, j'avais envie de repartir à zéro sur un autre projet et de me remettre un peu en danger, quoi. Et là, t'aimes souvent parler du moteur, ce qui anime l'entrepreneur pour se lancer, pourquoi il monte sa boîte. En tout cas, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux. À ce moment-là, il y a un moteur qui est un peu personnel, c'est ça qui rentre en jeu. Oui, clairement. Et tu peux nous en parler. Qu'est-ce qui fait que Keradom, l'aide à domicile, t'a attiré et tu t'es dit qu'il y avait un truc à faire ? Alors, d'abord, c'est très personnel. Ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour tout le monde. Et je suis loin d'être un exemple de réussite dans l'entrepreneuriat. Après, moi, je sais qu'à ce moment-là, comme je le disais, j'avais une situation très confortable. Je venais d'acheter mon appart à Paris. Je n'avais pas 28 ans. J'étais quand même sur un business qui m'éclatait. L'événementiel, la communication, c'est hyper prenant. C'est le stress et tout ça. Mais bon, on changeait quand même pas la face du monde. Alors on se rattachait au fait qu'on partage des émotions, on immortalise des bons moments, etc. Ouais, enfin bon, tu changes pas la face du monde. J'avais pas forcément envie de changer la face du monde. Je me revendique pas être né chevalier. Chevalier blanc. Voilà, il y a 30 ans. Mais en fait, il
il y a eu une double chose. D'abord, j'ai vécu un événement personnel. Je peux en parler. Ma grand-mère paternelle a contracté la maladie d'Alzheimer. Et à un moment donné, la situation était telle qu'il fallait trouver une aide à domicile. Okay. Mon grand-père maternel, lui, a fait un infarctus. Et pendant 48 heures, on ne l'a pas su parce qu'en fait, le premier de ses enfants habite à 300 km de chez lui. Et un jour, je descends pour un événement familial où je discute avec mes deux parents qui sont médecins, qui sont connectés, qui sont quand même au courant de ce genre de choses. Et les deux me rapportent pendant la même conversation ces problèmes qui sont arrivés à leur père et à leur mère. Et quand j'ai vu qu'à ce moment-là, ils galéraient pour savoir vers qui se tourner, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un truc à creuser. Et c'est là où j'ai regardé ce que c'était que le secteur de l'aide à la personne. J'y connaissais rien, que j'ai constaté toutes les problématiques que les familles relayaient sur la qualité des services, la confiance vis-à-vis des intervenants, etc. Et qu'après, j'ai essayé de trouver le pourquoi. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas content ? Ça concerne quand même 4,5 millions de Français chaque année, c'est pas neutre. Et c'est là où je me suis rendu compte que les intervenantes, que moi j'appelle les Martines, parce que voilà, c'est comme ça, c'est ma manière affectueuse de les appeler, parce qu'on se bat pour elles tous les jours. C'est là où je me suis rendu compte que les Martines, en fait, elles avaient des conditions de travail insupportables. Et quand tu fais le ratio entre ce que gagne une Martine, c'est-à-dire le SMIC à mi-temps, avec des amplitudes horaires de barge, ça commence à 6h le matin, ça termine à 20h le soir, mais c'est payé que 20 heures par mois. Au SMIC, elles font plus de 50 km en moyenne par jour avec leur bagnole. Vu qu'elles n'ont pas le temps de finir leurs prestations, elles reviennent sur leur temps libre. Enfin bon, c'est l'enfer. Okay. Et quand tu fais le rapport de ce que gagne une Martine et de ce que toi tu gagnes, versus le bien que fait une Martine, que procure une Martine, elles ont en moyenne 4 ou 5 familles chez qui elles vont. Et le bien que moi je faisais, je me suis dit, merde, il y a un problème. Et donc c'est là où à ce moment-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, moi déjà, j'ai envie de repartir sur un projet, parce que comme je le disais, driver une boîte, faire du Rex, ça me fait chier, je suis pas bon. Et puis mon bébé, Wizito, ça y est, a été lancé et vivait de ses propres ailes et avait besoin d'autres personnes que moi pour driver la boîte, parce que je pense que c'est bien aussi à un moment donné que les fondateurs prennent un peu de recul et laissent des gens qui sont plus calés qu'eux pour diriger des boîtes matures. Et puis il y avait ce sujet-là sur l'aide à la personne. Bon, moi, j'avais envie de trouver aussi du sens. Alors en ce moment, c'est la grande mode là. Ce matin, le slip français est devenu une entreprise à mission. Ils deviennent tous entreprises à mission. C'est très bien, moi j'adore. Mais tout le monde dit qu'il faut trouver du sens, etc. Bon, je trouve que c'est un peu un terme galvaudé. Moi, j'avais pas forcément envie que ma vie ait un sens. J'avais juste envie de voir si on pouvait réussir un business en apportant un peu plus de considération à des personnes. Que ce soit les Martines, parce que ce sont des femmes extraordinaires, ou que ce soit les bénéficiaires, c'est-à-dire nos personnes âgées, nos vieux, sans qui c'est Martine, sans qui on pourrait rien faire, quoi. Donc moi c'était ça mon projet. Et en faisant du bien aux Martines, quelque part, ça rejaillit sur des familles qui auront un meilleur service, quelqu'un en face d'eux qui est peut-être un peu plus heureux de venir bosser aussi, quoi. T'imagines, toi, moi, si on me payait le SMIC horaire pour aller m'occuper de mon grand-père, que j'adore, et lui faire son ménage, sa bouffe, lui tenir compagnie, etc., franchement, j'ai pas envie d'y aller. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que d'autres personnes, qui à la base en ont rien à foutre de nos vieux, parce que c'est pas leur famille, payés au lance-pierre dans des conditions de travail insupportables, comment est-ce qu'on peut attendre d'eux et exiger d'eux une qualité de service extraordinaire, alors que nous, on ne le ferait pas à leur place. Donc oui, le but, c'est, si on veut améliorer la qualité des services rendus aux familles, ça ne peut passer que par la revalorisation de leurs conditions de travail. Et concrètement, du coup, ça passe par quoi, revaloriser leurs conditions de travail ? Qu'est-ce que vous mettez en place chez Caradom là-dessus ? Alors, ça passe par plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, Martine, le persona de Martine, c'est une femme entre 46 et 51 ans qui et donc a un contrat de travail de 20 heures, donc à mi-temps, dans une agence de service à la personne et qui, pour compléter ses revenus, travaille en direct avec des familles, soit de manière déclarée, soit au black. Revaloriser les conditions de travail de Martine, c'est agir sur plusieurs leviers. D'abord, c'est lui permettre de trouver du travail dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, grâce à Caradom, l'appli métier Caradom, Martine, elle peut trouver du travail auprès de structures, d'établissements et d'agences qui recherchent du personnel pour, dans 91% des cas, ce sont les données de 2019, pour des contrats à mi-temps.
Ok. Et elle peut également trouver du travail auprès des familles D'accord. qui recherchent des intervenants à domicile qu'ils souhaitent employer en direct. Et là, on parle de particuliers employeurs, chèque CESU. Ok. Même si maintenant, il n'y a plus de chèque. Et en fait, Keradom non seulement permet à Martine de répondre à des offres d'emploi auprès de structures professionnelles ou auprès de particuliers employeurs, mais permet et aux structures professionnelles et aux particuliers employeurs de gérer pour eux toute la paperasse et l'administratif. D'accord. Ok. Quand on est une famille, qu'on prend une aide à domicile pour son père ou son grand-père et qu'il faut rédiger le contrat de travail, parce qu'on est l'employeur, se taper toute la comptabilité, la déclaration, avoir la responsabilité juridique de la relation de travail. Bref, c'est lourd. Oui. Et c'est bon, voilà, c'est lourd pour pas dire autre chose. Nous, justement, on permet à ces familles-là de le gérer pour elles et justement donc de pouvoir recourir à de l'emploi direct. Juste rapidement, je parlais tout à l'heure, Martine qui, dans la plupart du temps, touche le SMIC horaire ou un tout petit peu plus dans les agences prestataires qui, derrière, facturent une heure de service entre 21 € et 27 € suivant si on est en public, privé, si on est dans une grande ville ou pas. Donc, prenons un prix moyen de 25 €. Martine touche 8,80 € net de l'heure, okay, sur 25 € de payés par la famille. Quand on est sur de l'emploi en direct, si Martine veut toucher 12 €, qui est plus de 3 € en plus, qui est énorme, ça ne coûte à la personne que 20 € si elle a moins de 70 ans ou 17,60 € si elle a plus de 70 ans. Donc il y a une économie énorme, à la fois pour Martine parce qu'elle gagne plus, et à la fois pour la famille parce qu'elle paye moins. D'accord. Donc ça, c'est pour les particuliers vis-à-vis de Martine. Pour les B2B, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous imaginez Thierry ou Françoise, responsable d'agence dans un village ou dans une ville à 15 km d'Orléans. Eux, ils ont besoin de recruter en permanence. La moyenne aujourd'hui, c'est que ces agences-là refusent entre 15 et 20% des demandes des familles, faute de personnel qualifié suffisant. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner énorme. Okay. On sait d'ailleurs qu'avec le vieillissement de la population, c'est chaque année 200 000 professionnels jusqu'en 2040 qu'il faudra recruter pour faire face à la demande croissante des familles. Donc vous imaginez Françoise, responsable d'agence à côté d'Orléans, elle a besoin de recruter des aides à domicile, elle a besoin de recruter des auxiliaires de vie sociale, elle peut aussi avoir besoin de recruter des aides-soignantes ou des infirmières si on est dans des structures de soins infirmiers. Okay. Et aujourd'hui, comment elle fait ? Elle n'y arrive pas, Françoise. Elle a éventuellement son conseiller Pôle emploi. Bon, il est sympathique, ça se passe bien, mais ça n'envoie pas beaucoup de résultats parce que Pôle emploi a différents problèmes qu'on ne va pas aborder ici. Elle peut éventuellement, si elle connaît, passer sur Indeed. Et bon, là, c'est toujours pareil, quoi. Comment s'en sortir, comment sponsoriser des annonces, ça veut dire quoi sponsoriser une annonce, etc. Okay. Donc Françoise, elle n'a pas beaucoup de solutions. Et c'est là où nous, Keradom, on arrive en disant, écoute Françoise, nous, on a une communauté d'intervenantes. J'en parlais tout à l'heure, 3500 Martines qui ont un profil certifié sur Keradom. Mais on a aussi des moyens d'aller toucher des potentiels candidats dans ta localité, parce qu'on est tout en France. Et surtout, on te permet d'économiser tout le temps que tu passes sur des tâches chronophages pour créer une annonce, une offre d'emploi, pour la diffuser, pour trier les CV, pour distinguer les bons profils des mauvais. Tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on permet à Françoise d'économiser grâce à notre partenariat. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir des clients, donc des agences et des structures qui nous disent en fait, les 15 ou 20% du temps que vous m'avez fait économiser, je le passe pour passer du temps avec mes employés, pour organiser des événements qui font que ça soude l'équipe, qu'on a une meilleure cohésion, etc. Et ça, c'est le but. Donc, si je résume, plateforme d'emploi spécialisée ou qui va servir à la fois aux particuliers familles, à la fois aux agences B2B, Exactement. Et qui va permettre aux Martines de trouver des emplois ou des travaux supplémentaires. Exactement. Et en plus de ça, en parallèle, plateforme qui libère du temps à Martine et à la famille. Tout le monde. À tout le monde. En fait, plutôt que de se prendre la tête, c'est pas la peine de parler ni de famille ni d'agence B2B. On parle d'employeur. Okay. Martine, elle travaille pour un employeur, que ce soit un particulier ou que ce soit une entreprise. Nous, on permet à Martine de trouver du travail, qu'elle accepte librement. On lui permet aussi d'organiser son planning. On lui permet d'échanger avec ses copines dans sa localité, parce qu'il faut savoir qu'une Martine qui travaille, elle voit personne, parce qu'elle passe toute la journée sur la route et auprès de ses bénéficiaires. Donc, elle n'a pas le temps d'échanger. Et il y a un vrai
aspect communautaire important. Enfin, tu vas sur Facebook, tu tapes femmes de ménage en colère, c'est un groupe où il y a 15 000 nanas, et elles sont toutes en colère en plus, et elles ont raison. Donc elles recherchent ça. Donc on permet à Martine de trouver du travail, d'organiser son travail, d'échanger plus facilement avec les bénéficiaires en faisant des comptes rendus automatiques, en sortant les prestations, etc. Okay. D'échanger avec sa communauté. Demain, ce qu'on voudrait faire, ça c'est si on a de la chance, c'est lui permettre aussi de se former grâce à Keradom, pour avoir des diplômes qui lui permettront demain de demander un peu plus, parce que quand tu commences aide ménagère ou aide à domicile à 30 ans, ton évolution de carrière, elle est un peu limitée. Donc nous, c'est justement permettre à Martine de monter en compétence sur ces côtés-là. Et vis-à-vis des employeurs, et là, parlons essentiellement du B2B, parce que c'est aujourd'hui ce qui nous prend le plus de temps, c'est de permettre à ces agences de recruter des talents, de les fidéliser, de pouvoir organiser leur travail. Là, moi, je parle de la brique recrutement parce que c'est actif depuis septembre et que c'est ce qu'on a commencé à commercialiser. Mais là, dès le printemps 2021, on permettra également à ces professionnels de communiquer sur la marque employeur, pour attirer encore plus de talents. Qu'est-ce qui fait qu'une Martine va aller bosser dans telle agence ou dans celle qui se situe à 500 mètres ? Ça, c'est les valeurs, parce que c'est responsables d'agence qui se battent tous les jours parce qu'il n'y a pas assez de subventions. Bon, après, je ne rentre pas dans ces détails, mais il y a des problématiques structurelles financières qui font que ils ont un coût du travail énorme et ils ne peuvent pas prélever plus que ça aux familles, ce qui est normal. Donc, ils se battent tous les jours pour essayer de trouver des femmes compétentes pour venir travailler, en sachant très bien que ni le salaire, ni les conditions de travail n'attirent forcément des talents. Ils se battent tous les jours pour essayer d'arranger les plannings, parce que faut passer un peu plus de temps chez M. Martin. Puis il y a Martine qui a eu un problème sur la route et il faut absolument aller chez Mme Michu. Et, elles sont débordées, ces agences. Elles sont tenues par des hommes et des femmes qui sont, pour la grande majorité, plein de bonnes intentions auprès de leur personnel, auprès de leurs bénéficiaires, mais qui, malgré des problèmes structurels, font face à des difficultés énormes. Donc nous, le but, c'est aussi de les aider, eux. Et Lucas, du coup, c'est quoi ton business model ? Alors nous, le business model, il est simple. Rapidement, les particuliers, ils nous payent un abonnement chaque mois pour qu'on gère la relation de travail avec leur intervenante à domicile Keradom, qui est leur employé à eux, mais ils nous payent un abonnement pour qu'on gère tout ça. Et puis vis-à-vis des structures professionnelles, donc des établissements d'accueil type EHPAD ou résidence de jour, ou des agences de service à la personne, là, on a un fonctionnement en mode SaaS, c'est-à-dire un abonnement récurrent que nos clients souscrivent et qui peut augmenter en fonction des différentes options qu'ils choisissent. D'accord, ok, très clair. Et moi, je voudrais revenir, donc c'est en février 2019, c'est ça que tu te lances ? Non, 2015. Sur Keradom, pardon. Sur Keradom. C'est toujours une histoire de février, mais effectivement, c'est en février 2019. Ok, et qu'est-ce que ça change en fait d'en être à sa deuxième boîte ? C'est-à-dire comment tu t'y prends, comment tu t'entoures, quels outils tu choisis, comment tu démarres cette deuxième boîte ? Alors, tu as les bons et les mauvais côtés. Bon, le mauvais côté, c'est que tu quittes 3500 m² de bureau dans le 8e arrondissement pour te retrouver dans ton appart. Bon, ça fait un peu bizarre. Mais ça, je dirais que c'est juste le mauvais côté. Okay. Non, sinon, qu'est-ce que ça change ? Déjà, tu es moins naïf. Tu restes naïf, parce qu'on est toujours naïf. D'ailleurs, si on n'était pas naïf, on ne voudrait pas changer le monde. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc, tu es quand même naïf, mais tu es moins naïf. C'est-à-dire que tu as pris des baffes. Tu as pensé à un moment donné que tu aurais été capable de faire ça ou ça. Et puis, la vie t'a montré que ce n'était pas le cas. Donc, je dirais que par rapport à un gamin qui sort d'école, tu es peut-être encore un gamin dans ta tête, mais tu as quand même une expérience professionnelle qui fait que typiquement, le PowerPoint que ton prof de création d'entreprise t'avait montré en 3e année d'école de commerce en te disant « vous serez les leaders de demain », tu sais que ça ne vaut rien et que la réalité, elle est un peu plus complexe et que tu te prends des baffes que tu n'avais pas prévues dans ton PowerPoint. Après, comment tu t'entoures ? Moi, ça n'a pas été difficile. J'ai toujours eu la chance d'avoir des gens très compétents qui voulaient travailler pour un objectif que je leur proposais. Donc moi, j'ai eu une chance inouïe dans mes associations. Je parlais de Lorenzo Caliandro, qui est un mec extraordinaire, et aujourd'hui, la réussite de Cheers Live, encore aujourd'hui, malgré la crise, etc. Et justement, grâce à cette personne superbe, aujourd'hui, je suis associé avec 2 personnes. D'abord, j'ai cofondé Keradom avec Guillaume Van Est, qui est une personne, elle aussi, extraordinaire, très intelligente, à sang-froid, qui analyse beaucoup,
qui mesure chacune de ses décisions. Bon, en gros, c'est tout l'inverse de moi. Heureusement qu'il est là. Et c'est avec lui qu'on a traversé toutes les galères des premiers temps, qu'on a vraiment... Voilà. Et récemment, là, cet été, on a été rejoint par notre CTO, Guillaume Woodward, ancien de lead dev et CTO du Bonbon de chez Combini. Et pareil, Guillaume, ça fait deux Guillaume, hein, mais Woody, comme on l'appelle, est une personne qui est brillante, quoi. Et donc moi j'ai eu cette chance-là de pouvoir m'entourer de personnes absolument brillantes, très calées dans ce qu'elles font, très motivées aussi. Ouais. Et après, quand tu veux te lancer sur une boîte tech pour digitaliser un secteur, c'est toujours la même chose, quoi. Si tu n'as pas un CTO avec toi, c'est compliqué. Si tu n'as pas des développeurs, si tu n'as pas des gens qui sont calés sur l'acquisition en ligne, etc., c'est compliqué. Puis alors, ça tombe bien parce que vu que c'est absolument pas ce que je sais faire, j'ai toujours eu besoin de m'entourer de personnes compétentes. Voilà. Et tu m'as dit que tu n'étais pas un grand fanatique de comptabilité de base. Non. Comment ça se passe là, les premiers mois là-dessus, sur la partie peut-être, je sais pas, comment tu factures tes clients, comment tu payes tes fournisseurs, comment tu arrives à traquer? Est-ce que tu utilises des outils, tu suis sur Excel, tu suis pas? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place au début? Déjà, c'est paradoxal qu'un mec qui n'aime pas et qui soit pas bon en compta suive ça chez Keradom. Mais je peux rassurer nos auditeurs, la compta de Keradom est parfaitement gérée, même si c'est moi qui la gère. Non, au départ, alors moi, je viens de province, donc comme tous provinciaux, je crois que ça se dit, hein, on aime bien marcher avec les gens avec qui on a confiance. Donc moi, comme pour Wizito au départ, je suis passé par le cabinet comptable de ma ville. Enfin, du moins de la ville d'à côté. Ce Wizito, c'était ça. On n'a pas d'abord passé par eux, puis ensuite, quand on a commencé à faire des thunes et à embaucher du personnel, on a très rapidement embauché une comptable qui a pris le relais et qui ensuite était chez nous à plein temps. Et c'est Aminata, si elle nous entend, je lui fais un gros bisou parce que franchement, elle a beaucoup de mérite d'avoir fait la comptabilité de Cheerside Wizito pendant toutes ces années. Là, chez Keradom, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un cabinet en qui j'avais confiance, dans l'optique de me dire, un jour, quand j'aurai des thunes, j'embaucherai une comptable. Et c'est là où Penny Lane est arrivé, donc, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. C'est très important de suivre sa comptabilité au jour le jour, même si on n'a pas forcément les compétences d'un DAF, que je n'ai pas. C'est très important. Et moi, ce qui me frustrait, même quand j'avais Aminata, parce qu'en fait, ce que faisait Aminata, tout son travail qui était superbe à chaque fois, très carré, très rigoureux, etc., j'avais pas forcément connaissance tous les jours. Elle faisait ses documents, etc. Et puis une fois par semaine, on faisait le point. Là, j'avais pas le luxe d'avoir une Aminata parce que elle vaut ce qu'elle vaut quand même. Hein. Ça coûte cher un comptable à plein temps compétent. Donc, j'avais pas les moyens de me payer ça et j'étais frustré de pas pouvoir suivre en temps réel ma comptabilité. Quand tu passes par un cabinet extérieur, c'est toujours pareil. C'est une fois par mois où tu fais le point sur les factures et puis une fois par semestre, tu regardes 2 secondes ce à quoi ressemble ton reporting et tu te dis ça va, ouais, de toute façon on fera le point à la fin de l'année. Ouais. Et c'est là où on a décidé de travailler ensemble. C'était pendant le confinement qu'on s'est rapprochés et on a commencé en mai, je crois. Et là, aujourd'hui, en temps réel, je vois exactement ce à quoi ressemble mon reporting, dans quoi est-ce que je dépense, est-ce que c'est en com, est-ce que c'est en market, est-ce que c'est en tech, est-ce que c'est en produit, est-ce que c'est en opération, enfin bref. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que j'ai pu faire le reporting comme je le voulais, c'est-à-dire en segmentant et en ventilant comme je voulais les dépenses, les rentrées d'argent, etc. Donc ça a été d'abord la première chose, quoi. Quand tu te lances dans une boîte, que tu mets des thunes, que ce soit les tiennes, celles d'investisseurs ou autres, il faut que tu puisses suivre ce que tu en fais et comment t'en rentres, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu pilotes au quotidien? Est-ce que tu es un freak à regarder tous les jours? Qu'est-ce que tu regardes et à quelle fréquence? Alors, au quotidien, je jette un œil sur mes prélèvements, les factures qui me sont prélevées, les factures que je reçois. Bref, je vérifie que n'y ait pas un prestataire qui soit enflammé et qui nous facture un truc qu'il ne devait pas nous facturer. C'est mon côté un peu auvergnat, ça. Je ne suis pas du tout auvergnat, mais quand même. Après, sur la ventilation des dépenses, ça, je ne le regarde pas tous les jours. Non, je le regarde, je dirais, 2 fois par mois. Une fois, aux alentours du 15 du mois, pour suivre si les 15 premiers jours du mois sont cohérents avec ce qu'on avait prévu. Et puis, bien sûr, à la fin du mois, quand il faut faire la clôture, qu'on fait ensemble d'ailleurs, et où là, c'est
verdict, voilà ce qu'on a dépensé et dans quoi ou quoi. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que je suis ma comptabilité et voilà. Ok. Et ta trésorerie, toi, tu fais comment pour la suivre La trésorerie, ouais, on la regarde comme le lait sur le feu. Ouais. Après, on n'a pas non plus un volume d'affaires ni un volume de dépenses monstrueux qui fait que du jour au lendemain, on a dépensé la moitié du PIB de la France, quoi. Donc, Ouais. je sais combien on dépense chaque mois. Je sais à peu près quand les paiements partent. Je vérifie qu'on reste dans ces ratios-là, mais on n'est encore pas dans une activité. Enfin, tu vois, chez Keradom, on n'est pas beaucoup. Hein. On est 7 collaborateurs. Donc, voilà, on n'a pas non plus les dépenses d'une boîte comme la vôtre où vous êtes pas loin de 100 personnes, quoi. Et dans ta panoplie d'outils, on a parlé de Pennyline sur la partie compta, pilotage. Je sais pas, pour facturer tes clients, tu fais comment est-ce que tu utilises quel CRM est-ce que c'est dans ton back-office ou est-ce que tu as un CRM dédié Alors, tu as quelle banque enfin, alors de la quels banque, outils pareil. Je suis quelqu'un de fidèle. J'ai la même banque qui était avant chez Cheers Live, et, avec mes mêmes conseillers. Hein. C'est la Bred de France, et je leur fais de la pub, mais c'est vraiment des gens extra. Et je leur dois beaucoup. Après, quels sont les outils ? Il y a différents types d'outils. Il y a les outils tech, mais là, il faut demander à mon CTO. Mais bon, voilà, tout ce qui est GitHub, AWS, Atlassian, Jira, enfin bref, tous ces trucs-là pour suivre parce qu'ils en ont besoin pour produire du code et parce que nous, on en a besoin pour suivre le travail de chacun de nos devs. Bon, voilà. Après, sur la partie acquisition sales, on fait comme toute boîte qui au départ n'a pas beaucoup de thunes. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des solutions à droite, à gauche, prendre un bout de CRM chez lui, prendre une solution chez lui, prendre un truc. Puis quand on aura les thunes, on passera chez Salesforce ou l'équivalent. Mais ça, il faut vraiment avoir l'étude de payer Salesforce, qui était mon ancien CRM quand j'en avais, et avoir aussi les thunes de l'intégrateur qui va nous demander 2 fois le prix du devis initial pour intégrer la solution. En attendant, écoute, aujourd'hui, on passe par Zoho CRM, c'est pas mal, ça fait le taf. On passe par HubSpot, on passe par Mailchimp, par Mandrill, par tout un tas de solutions qu'on connecte les uns aux autres. Zapier est très bien pour ça. Ouais. Et puis voilà, quand on aura les thunes, on passera chez un gros qui nous facturera très cher, mais qui nous dira que c'est franchement utile, parce que si on veut être les leaders demain sur notre marché, c'est par eux que ça passe. Et comment tu t'y prends du coup quand tu choisis un outil ? Tu benchmark, tu négocies systématiquement. Est-ce que tu as un process, une méthodo pour t'équiper ? Non, Est-ce que tu demandes conseil Si je disais oui, ça veut dire que je suis rigoureux, je le suis pas. Oui, je demande conseil. Ça, c'est bien quand tu as une petite expérience dans l'entrepreneuriat, tu as plein de potes. D'ailleurs, on est là. Donc, tu vois, typiquement, quand demain, si j'ai besoin de quelque chose, j'appelle 3-4 potes qui ont leur boîte aussi, et je leur dis, tiens, comment tu fais, etc. Et ça marche énormément comme ça. Donc, voilà, la recommandation, c'est ce que je vois qui marche le plus. Okay. Après, sur le peu de secteurs où on serait les premiers de notre entourage professionnel à s'équiper, là, tu vas au benchmark, tu vas au doigt mouillé, et puis après, heureusement que tout n'est pas fonction de la description que tu vas trouver en ligne, et que ça passe aussi par la relation que tu as avec le commercial au téléphone, et qui va te vendre son produit. Tu sais qu'il va survendre et surjouer, mais s'il le fait bien et qu'il te met en confiance, etc. Enfin, c'est le boulot des sales, quoi. J'en suis un d'ailleurs, et je sais que ça passe par là. Donc voilà. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a côté plus finance je pense que tu as fait des levées de fonds, je crois, avec Wizito et avec Keradom. Et puis tu en as un de prévu, il me semble. On a attaqué ce matin. On a bien fait. Juste avant le confinement général à l'irlandaise. Mais bon, effectivement, oui. Et donc ? Et comment ça se passe ? Qui est-ce que tu vas aller voir ? Comment tu sais quelle personne aller voir ? Est-ce que tu es entouré de personnes qui te conseillent ? Comment ça se passe une levée de fonds ? Alors déjà, c'est chiant, c'est très chronophage. D'abord, il y a l'exercice du BP, du prévisionnel sur 3 ans, 5 ans.
bon, je devrais pas le dire, mais moi, ça me gave. Et puis, savoir combien je vais gagner dans 5 ans. Bon, après, ce qui est bien, c'est que les gens en face te demandent de raconter une histoire. Ils savent très bien que tu leur racontes des conneries, mais ils veulent juste savoir si tu racontes suffisamment bien les conneries, exactement, pour être capable demain de faire face et tout. Donc, bon, au moins, c'est un jeu théâtral. Chacun est dans son rôle. Ouais. Chacun connaît le rôle de l'autre. Et voilà, donc je dirais que c'est assez sain là-dessus. Mais bon, c'est très chronophage. Là, aujourd'hui, chez Keradom, vu qu'on est reparti de zéro, on a fait une première levée de fonds auprès de la BPI, de notre banque, de Friends and Family. Bon, voilà, c'est assez simple, quoi. Bon, sauf vis-à-vis de ta banque et de la BPI où ils demandent quand même des trucs, mais bon, les amis et la famille, ils sont patients. Là, effectivement, on est sur une levée en seed. Une levée en seed, par définition, les bons conseillers, c'est-à-dire les bons conseils, quoi, les leveurs, ils viennent pas te voir parce qu'ils vont pas gagner de thunes. Donc eux, tu ne peux compter sur eux qu'à partir du moment où tu vas lever des montants en série A qui vont leur permettre de payer leurs frais de bouche parisiens. Donc en fait, on a été contacté par certains leveurs, mais là tu sais que s'ils viennent te voir, c'est que c'est pas forcément le haut du panier, ou alors c'est qu'ils verraient en toi la future licorne française, mais toute ambition gardée. Je ne crois pas que Keradom aujourd'hui permette à un lever de se dire qu'on sera future licorne, même si, je le dis, on sera la future licorne française. Donc non, tu es tout seul, tu te démerdes. Donc après, ton réseau fait que tu connais des gens, tu as accès à certaines personnes. Après, tu as des coups de chance, typiquement un Serena Capital, que je connais bien, notamment Xavier chez lui, qui est un mec extraordinaire. Aujourd'hui, Serena, on peut leur dire merci. Je pense que tous les entrepreneurs peuvent dire merci à Serena parce que chaque année, ils te font la liste des différents fonds d'investissement, de leur stratégie d'invest, etc. Et typiquement, tu vois, la liste de Serena, c'est quelque chose que quand tu pars en roadshow en seed, tu as appris par cœur et c'est grâce à ça que tu es allé chercher les infos qu'il te faut. Donc, d'ailleurs, si je peux leur dire merci Serena, parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir bénéficié de leurs travaux, quoi. Et c'est quoi le meilleur conseil, c'est-à-dire finance ou compta ou pilotage, que tu aies jamais reçu? Je sais pas s'il fait des thunes. On s'en fout de l'acquisition, on s'en fout on s'en fout de tes métriques, on s'en fout de tout ça, fait du cash. Et ça, ils ont été plusieurs à me le dire. Et tous, quoi. Il y a ce que tu montes dans ton BP, il y a ce que tu vas raconter sur une table avec un micro, il y a toutes les interviews que tu pourrais faire, etc. La com, les communiqués de presse. Ok, tout ça, c'est du vent. La seule vérité, c'est fait des thunes. Donc après, on n'est pas tous en capacité de faire de l'argent au même moment. Il y en a qui ont besoin d'investir massivement dans leur outil ou dans leurs produits, manufacturiers, industriels, avant de commencer à commercialiser quoi que ce soit. Il y en a qui peuvent faire de l'argent très rapidement, même si ils n'ont pas forcément tout de bien. Et puis, ils se disent d'abord, on fait de l'argent, puis ensuite, on fera de la satisfaction. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire des thunes. Donc, c'est ça le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est t'occupe pas du reste, fais de l'argent. Et celui que toi, tu donnerais à quelqu'un qui s'apprête à monter sa boîte, peut-être que ça serait le même, mais est-ce que tu en as un peu plus personnel? Alors je sais pas si on peut appeler ça un conseil, parce que ça voudrait dire qu'il serait utile, et ça, j'en sais rien. Je trouve que j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs et des entrepreneuses. D'abord parce que à travers Paris 1 à la Sorbonne, chez qui j'étais, et puis avec d'autres écoles de commerce, ou même des gens que je rencontre comme ça, et c'est toujours plaisant de voir des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est pas vraiment un conseil, parce que je suis personne pour donner des conseils. En tout cas, je l'estime pas. Par contre, à chaque fois, je leur pose la même question. Est-ce que tu es sûr de vouloir monter ta boîte ? Ça peut paraître con comme question, mais elle est primordiale. Parce que pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte ? Et là, c'est pas toi qui as la réponse, c'est la personne en face. C'est savoir pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte. Est-ce que c'est pour de l'argent ? Est-ce que c'est pour de la reconnaissance sociale, la reconnaissance de tes pairs, la reconnaissance de tes proches ? Est-ce que c'est pour révolutionner le monde ? Est-ce que c'est pour... Et après, en fonction... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a rien de mal à vouloir gagner de l'argent. On le sait, ok. Et puis, sinon, on irait dans une assoce. Et puis, il n'y a rien de trop ambitieux à vouloir révolutionner le monde. Mais
c'est toujours de se poser la question de pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte. Et du coup, en fonction de la réponse que tu vas donner, déjà, ça va te permettre je pense, de driver ton business d'une manière plus cohérente que si tu ne t'es pas posé la question. Enfin, typiquement, la personne qui te dit « je veux être la future licorne française » et qui t'explique qu'elle ne va pas dépenser 1 euro en acquisition, tu lui dis bah, « là, il y a un problème ». Celle qui te dit « moi, je veux un business assez… entre guillemets familial, c'est-à-dire moi je veux faire d'abord du Rex, je veux y aller step by step, etc. Et qui te dit qu'il faut qu'elle fasse un BP pour faire des levées de fonds, tu lui dis mais qu'est-ce que tu vois. Donc c'est pourquoi est-ce que tu veux monter ta boîte ? Et à la fin, c'est est-ce que du coup tu es obligé de monter ta boîte ? Est-ce que tu es obligé de te taper tous les risques, toutes les emmerdes et aussi toute la frustration parce qu'aujourd'hui chez Keradom Asset, je fais moins que ce qui est capable de faire un acteur traditionnel, il n'y a rien de péjoratif au mot traditionnel, mais qui pour le coup fait bien plus de bien que Keradom n'en fait aujourd'hui quand on compare le nombre de clients. Est-ce que du coup l'entrepreneur a besoin forcément de monter sa boîte ou est-ce qu'il peut le faire à l'intérieur d'une structure déjà existante ? L'intrapreneuriat, alors c'est un nouveau mot ça, mais ça existe depuis la nuit des temps. Donc voilà, je dirais que c'est pas un conseil, mais c'est une question. Pourquoi tu montes ta boîte ? Ok, bien revalider, peut-être faire le point pour mieux se connaître avant de se lancer et d'être certain que tu y vas pour les bonnes raisons et du coup tu y vas de la bonne façon, qui match avec tes attentes. Quoi. Bah oui, parce que je dirais que, selon moi, l'une des principales qualités d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur, c'est la résilience. C'est la capacité à prendre des coups. Moi, j'ai un pote qui me dit la vie d'un entrepreneur, il est aussi, Paul Alexis, je le salue, une belle boîte, cette famille. Et lui, il est entrepreneur pareil depuis qu'il est gamin, il a toujours aimé ça. Et PA me disait, un entrepreneur, c'est 10 nouvelles dans la journée, 9 mauvaises et une qui suffit à te remettre le moral à zéro, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Donc la résilience, c'est pour moi l'une des principales qualités d'un dirigeant d'abord, d'un responsable, et puis d'un entrepreneur quand c'est avec tes thunes que tu as tout misé. Pour être résilient, pour être capable de se relever à chaque fois que tu en prends une, il faut avoir un objectif qui te drive suffisamment, il faut avoir cette rigueur dans le mental pour toujours aller à ton objectif. Enfin, tu prends les sportifs de haut niveau, tu prends les entrepreneurs, c'est pareil. Et tu ne peux être accroché à ton objectif qu'à partir du moment où tu l'as bien défini. Sinon, tu vas au-devant de grandes mésaventures. Et ça t'est déjà arrivé, toi, de voir des gens qui se lançaient et qui ne s'étaient pas forcément posé la question et qui, du coup, soit se plantaient, soit étaient malheureux Oui, j'en ai vu, ouais. J'en ai vu qui, pas forcément pour des mauvaises raisons ou des raisons bêtes, quoi, mais qui se sont ramassés la gueule parce qu'à un moment donné, ils n'appliquaient pas dans la réalité ce qu'ils auraient dû faire en fonction de leur objectif. Typiquement, on connaît tous des gens qui te disent « je veux monter ma boîte » et qui en fait, ils n'ont pas forcément envie de monter leur boîte. Ce qu'ils veulent, c'est en parler. Qui n'a jamais fait une réunion avec des potes en réfléchissant à quelle boîte on pourrait créer et en passant 2 bouteilles de vin et 6 heures à cloper comme des malades autour de la table ? Il y en a plein. Et il y en a plein des gens qui sont comme ça. Vouloir monter sa boîte parce que on s'imagine que c'est passer ses journées avec des potes où on fait des grandes tablées où en fait on produit rien mais on ne fait juste que intellectualiser le truc, c'est faux. Il y en a eu, on en connaît. Donc oui, il y en a qui se sont ramassés ou alors il y en a qui se sont ramassés parce que au départ ils pensaient être uniquement dans faire du bien. Avoir cette fameuse quête de sens là, que je décriais en début de podcast. Voilà, il y en a qui sont vraiment drivés par ça, tu vois, qui veulent sauver des populations en Afrique de l'Ouest, qui veulent protéger des espèces disparues, en voie de disparition, qui veulent réduire l'impact CO2, etc. Ouais, mais pour faire tout ça, il faut de l'argent. Enfin, c'est con, on va pas remettre en cause le système capitaliste aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est pas notre rôle, nous, les entrepreneurs. On peut tendre vers des choses un peu plus vertueuses, mais les règles du jeu, c'est celle-ci. Celui qui pensait faire que de bien et qui, à un moment donné, n'a pas été en capacité d'accepter de faire de l'argent ou alors d'aller chercher de l'argent auprès de ceux qui en avaient pour pouvoir faire du bien à plus de personnes là, il s'arrête. Si tu veux faire du bien au plus grand nombre, faut que tu aies les moyens de faire ce bien-là. Et pour avoir les moyens, il faut que tu pèses sur ton marché. Pour peser sur ton marché, il faut que tu aies des parts de marché à toi. Pour acquérir ces parts de marché, ça demande des thunes.
Donc voilà, Ok. je ne sais pas si c'est clair, mais ouais, je pense que c'est très important de se poser la question de pourquoi est-ce que je monte ma boîte et du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de la monter ou est-ce que je ne peux pas faire ça autrement, quoi. Ok, merci beaucoup Lucas, on arrive à la fin de cet épisode. De rien. Et j'ai une petite dernière question. Ouais. Si on devait inviter une personne là sur le podcast, Ouais. vous avez dit finance, pour toi, qui est-ce qu'on devrait inviter? Ouais. En plus, je pense que ça. On va prendre Paul Alexis. Ouais. Paxi. Ok. Dit Paxi. Paxi, ok. Qui est le fondateur de Cette Famille, une superbe boîte qui permet à des accueillants familiaux, il y en a 10 000 en France, d'accueillir chez eux des personnes âgées pour leur éviter d'aller à l'EHPAD. Typiquement, au lieu d'envoyer ton petit vieux à l'EHPAD qui te coûte 2 700 € par mois en moyenne, mais si tu es chez les gros EHPAD, c'est plutôt 3 000 ou 4 000, eh ben, tu vas chez un accueillant familial qui peut recevoir jusqu'à 3 personnes âgées à domicile. C'est un peu le Airbnb des EHPAD, mais avec des valeurs humaines qui sont quand même heureusement différentes. Et Paxi, c'est un entrepreneur superbe, un ancien banquier. Enfin, il a commencé à faire sa carrière en banque, puis ensuite il est passé de l'autre côté du guichet. Et ouais, je pense que vous pouvez lui poser la question. Il est marrant. Génial. Merci beaucoup, Lucas. Bah de rien.